Mais comme les Congolais sont incapables, en fait, de gouverner ça pour le compte de l'Afrique, il faut que désormais le Congo ne soit plus géré par des doigts africains. La gâchette doit être manœuvrée par des doigts africains. Donc la colonisation ou la prise de pouvoir, l'AFDEL a été amenée ici par une coalition des nations. Il n'y a pas que le Rwanda seul qui a amené l'AFDEL ici. Il y avait au moins 7 pays, dont le Zimbabwe, dont l'Érythrée, dont l'Éthiopie, le Burundi et tout ça, qui ont amené l'AFDEL ici. Et ils ne l'ont pas amené pour lui donner le pouvoir. Ils l'ont amené pour en faire un président délégué qui devait gérer les intérêts régionaux, qui devait faire le développement. Je peux vous montrer, il y a des preuves là-dessus. Et on n'évacue pas seulement du jour au lendemain en faisant des déclarations contre les Rwandais. Mais il faut travailler à montrer, à trouver comment on peut s'affranchir de ça. Il faut peut-être travailler à trouver d'autres partenaires qui, dans les instances africaines, vont développer une nouvelle conscience. Parce que si on n'a pas été partitionné en 1997, c'est parce que l'Union africaine et l'ONU n'ont pas voulu. Monsieur, il y avait Saoun, si c'est Saoun qui était dans les négociations, est venu, Sanoun, parce que le Rwanda demandait qu'on revoie les frontières de l'Est. Le Rwanda n'a même pas voulu attendre qu'il fasse la guerre. Mais la communauté internationale a refusé. On ne refuserait pas les frontières. Et lisez toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la guerre à l'Est, ils commencent toujours par affirmer l'intégrité territoriale. Alors, je pense que la RDC, je vais terminer par là, n'a pas encore constitué un dossier diplomatique de la situation à l'Est. Parce qu'à l'Est, nous gérons quoi? Nous réagissons à ce qu'on nous demande de faire. Le Rwanda nous accuse d'avoir des Hutus ici. Et nous promettons que nous allons les mettre hors d'état de nuire. Mais nous n'avons même pas un agenda, un dossier que nous présentons à la communauté internationale pour dire autant que le Rwanda a peur des Hutus, nous-mêmes nous souffrons de la présence des Hutus parce que la présence des Hutus nous enlève un élément important de notre souveraineté, une partie intense de notre territoire que nous ne contrôlons pas, c'est que ça diminue notre souveraineté. Qu'est-ce que nous demandons à la communauté internationale du point de vue congolais qui ferait en fait équilibrer les dossiers sur la table diplomatique? Nous ne demandons rien. Vous avez des ministres des Affaires étrangères, vous avez des conseillers spéciaux, tout le monde parle de ça, mais diplomatiquement, il n'y a aucune intelligence de traitement de dossier. Parce que le Congo apparaît comme un pays qui n'a pas de problème et qui n'a que des devoirs. On lui demande, bon, tu vois que tu fais peur au Rwanda. Oui, oui. Alors, si tu veux être en paix là, alors tu règles cette question, sinon alors on te fait partir. Mais et pourtant, notre frontière à l'Est n'est plus intègre. Est-ce que nous ne serions pas capables de formuler une revendication que nous mettrions sur la table pour obliger même les Anglais et même les Français à se dire, bon, ces gens-là, ils ont quand même une conscience politique, ils ont un État, ils veulent être un État, ils prennent l'engagement de sécuriser le Rwanda, non pas nécessairement en chassant les Hutus, mais en développant une capacité de défendre d'abord leurs propres frontières, parce que tant que nous ne saurons pas défendre nos frontières, c'est que nous ne saurons promettre la sécurité à aucun voisin. Mais est-ce que nous demandons ça? On avait un problème de formation de l'armée ici. Nous n'étions pas capables de former nous-mêmes l'armée parce que la même divisée. À qui avions-nous demandé des services pour qu'on crée une situation qui devait nous permettre de former l'armée et de cesser de faire des guerres? Le Congo accepte de mener des guerres où ce qui est stratégiquement, en fait, je ne veux pas dire qui est problématique à comprendre. C'est le seul pays au monde aujourd'hui qui fait des guerres tous les jours à l'intérieur de son territoire et jamais à l'extérieur. Mais pour que cela s'arrête, je crois qu'il faut un débat au Parlement. Le Parlement n'a jamais discuté de ces questions pour lever des options. Nous sommes, sur le plan constitutionnel, la défense et les affaires étrangères sont le domaine des collaborations. Ça signifie quoi, pour vous qui dites le droit constitutionnel? Ça signifie que le chef de l'État, il a un droit de regard, que le Premier ministre qui vient du Parlement, même s'il est la majorité, il a aussi un droit de regard. Parce que c'est le Premier ministre qui définit ses politiques, qui gère ses politiques au quotidien avec le chef de l'État. Mais le Parlement, malheureusement, n'a pas d'opinion. L'opinion, c'est l'opinion de la majorité. L'opinion de la majorité, c'est l'opinion du chef de l'État. Donc, une fois de plus, nous n'isons pas des instruments que nous nous sommes donnés pour essayer de gérer comme il se doit l'État. Parce que c'est du bon fonctionnement des institutions politiques que dépend, en fait, le développement économique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure là. Et le professeur Mwaka avait raison de dire qu'on ne peut pas faire un plan ambitionnant l'émergence économique simplement à partir des statistiques et des prévisions de production de croissance. Parce que l'économie, c'est un moyen. Il soutient quelle volonté politique? Et la volonté politique, elle est exprimée par quoi?
J'ai reçu une question de mon ami de la licence en communication sociale. Et cette question est relative à l'identité collective. Dans la première partie de cette question, il me demande l'identité collective est portée par des idéologies économiques, politiques et philosophiques. Je dis oui, vous avez raison. L'identité politique est portée effectivement par toutes ces idéologies, parce que l'identité politique est l'expression d'une culture vivante. L'identité collective est l'expression d'une culture vivante. Et la culture, en tant que vision du monde, porte sur les pensées philosophiques, les pensées économiques, et tout, donc c'est le tout. D'où la nécessité, n'est-ce pas, d'avoir une identité collective forte comme expression d'une culture vivante qui met les gens ensemble autour d'un vrai socle. Quant à la deuxième partie de sa question, quelles sont les idées novatrices pour la reconstruction de l'identité collective congolaise, je voudrais y répondre au risque de me répéter, et je prends ces risques en disant ceci. Nous nous sommes trouvés, il y a une vingtaine d'années, dans une situation incroyable où les armées étrangères, avec des populations qui sont moindres par rapport à nos populations, entraient au Congo, tuaient les enfants, violaient les femmes, ressortaient, où les populations voisines entraient avec vaches, chiens et chèvres dans notre pays, ressortaient. Et ça, comme dit Anna Arendt, l'événement donne à penser. Ça nous a interpellés. On dit, comment se fait-il que dans ces pays-là, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec plus ou moins plus de 70 millions de personnes, les gens entrent, sortent, on nous tue, on nous abat. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en philosophie, nous menons ce qu'on appelle une réflexion radicale, c'est-à-dire basée sur l'être. Qu'est-ce qui se passe? Et pour comprendre cette réflexion, j'ai dû utiliser deux concepts. Le premier, c'est le concept de la phénoménologie de l'identité collective. Et l'autre, phénoménologie de l'identité collective perdue. Dans le premier concept, je m'interrogeais, j'ai dit, mais comment se fait-il qu'un petit pays comme Cuba, à côté, à une centaine de kilomètres des côtes de la Floride, peut résister pendant des années à des invasions américaines, même Kennedy a échoué avec la baie des cochons, et que Fidel Castro est là, il vit, alors que les États-Unis ont des bombes atomiques, on peut pulvériser tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'un pays comme le Vietnam peut résister à une longue guerre des États-Unis, à tel point qu'un général américain a pu dire on ne peut pas gagner une guerre au Vietnam, parce que là, même les chiens et les chèvres sont contre nous. Et comment se fait-il qu'un pays comme l'Afghanistan, assiégé par l'OTAN, tout ça, les gens résistent et se battent? Donc c'est l'ensemble de ces problématiques qui m'ont amené à se dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Israël, un petit pays, un petit caillou, habité par des personnes, des gens là se réveillent chaque matin avec une arme à la main pour se battre contre toute la communauté arabe et résister? Pourquoi est-ce que les pères fondateurs de l'Amérique ont dit aux Américains il faut toujours avoir une arme à main pour se défendre contre l'ennemi? Donc c'est l'ensemble de toutes ces problématiques qui m'ont amené, comme tout philosophe, à dire mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Et j'ai posé une intuition comme paradigme explicatif en disant c'est la conscience collective. Cuba, là, vous trouvez des gens qui sont très fiers d'eux-mêmes. Quand ils dansent, même quand ils parlent, ils sont très fiers de leur pays. Aucun pays au monde ne peut envier l'histoire de notre pays. Vous arrivez dans des pays comme, je ne sais pas moi, l'Afghanistan, vous trouvez des gens très fiers d'eux-mêmes. À tel point que ces pays qui a connu des guerres avec les Russes, avec les Américains, résistent. Alors d'où vient que chez nous, nous avons perdu cette fierté et qu'un ennemi entre, les gens fuient. À Banzangungu, quelques soldats angolais entrent, les hommes et les femmes fuient et on viole les gens. Et c'est la même situation qui arrive que vous êtes vous-même dans votre propre maison, un ennemi entre la nuit, vous commencez, papa, aux Zolokani. Mais quelqu'un qui entre chez toi la nuit, toi tu vas lui demander aux Zolokani. Donc c'est la même situation qui fait que les gens ont perdu leur capacité, n'est-ce pas, des refus de toujours. Et c'est ainsi que j'ai mis en place ce concept de phénoménologie de l'identité collective. Et dans ce concept-là, j'ai étudié les pays qui résistent là. Et j'ai découvert que dans ces pays, les populations avaient une relation incroyable avec leur terre. Ce n'est pas la richesse qui fonde cette relation. En Israël, il n'y a rien, il n'y a même pas de mines. Il n'y a que du sable. Et les gens là, quand vous touchez à ce sable-là,
Les enfants prennent les couteaux, les femmes prennent les machettes, les hommes les armes, et vous allez en démordre. Donc, cette relation ne va pas dire que les Congolais, comme disait Philippe tout à l'heure, les scandales congolais là, non, ce n'est pas question de scandales. C'est-à-dire que les gens ont, avec leur terre, une relation fusionnelle qui... Et d'où vient cette relation? Si vous me donnez 2 minutes, cette relation vient du fait que la terre, elle n'est pas seulement nourricière, elle est procuratrice de l'identité. Parce que quand l'identité collective, il y a 3 éléments, l'histoire, n'est-ce pas, la conscience collective, les langues et tout ça. Mais tous ces éléments-là ne naissent que sur un espace, une spatialité. Donc si vous n'avez pas d'environnement, normalement vous n'avez pas avoir vous n'avez pas de conscience collective. Vous n'avez pas de patrie en même temps. Donc les gens nourrissent avec leur patrie, avec leur terre, c'est ici qu'on parle de patrie, la terre, le patriotisme, une relation fusionnelle parce qu'ils connaissent l'histoire de cette terre-là. Cette terre-là nous a été donnée par les anciens qui se sont battus, et les gens maîtrisent, qui se sont battus pour nous la conserver, et nous avons le devoir et la mission de la prospérer pour la transmettre aux générations futures. Et cela se fait à travers ce qu'on appelle l'identité narrative. C'est-à-dire les gens se racontent l'histoire de leur terre, comme les Juifs. Les Juifs ont créé l'identité du peuple élu en lisant la Bible, en nous imposant cette identité du peuple élu. Aujourd'hui, tous les Juifs se disent « sommes un peuple élu ». Où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est de l'identité narrative, c'est-à-dire eux-mêmes écrivent des livres là-dessus. Leurs propres intellectuels écrivent des livres là-dessus. Et ils sont vigilants. Chaque fois que vous venez avec une théorie pour dire « non, vous êtes quel peuple élu », mais vous avez tous les Juifs du monde entier derrière vous. Ils vont même interdire votre livre, vous poursuivent même dans des toilettes. Et regardez notre frère, il y a un Guadeloupéen qui fait des émissions à Paris, un Camerounais, il souffre. Bien, hein? Donc cette vigilance-là est une vigilance qui doit être menée par le peuple. Donc j'ai découvert que dans ces pays-là, les gens ont une relation fusionnelle avec leur terre et que cette relation est renforcée par la politique nationale. Puisqu'en réalité, si les gens qui aiment leur terre, et s'ils ont une bonne politique nationale, c'est-à-dire la politique nationale signifie quoi? Signifie la mise en œuvre de mesures légales pour permettre à un peuple de s'approprier de son espace vital. Il n'y en a pas d'autre. Comme disait le mot, on dit, nous allons faire des lois, nous allons faire n'est-ce pas, de nouvelles lois pour permettre au peuple congolais de s'approprier de son espace vital. Donc si vous avez, et puis on fait aussi une bonne politique, une bonne économie nationale, c'est-à-dire on met en place des mesures qui permettent de disponibiliser les richesses pour rendre la vie facile, la joie de vivre au peuple. C'est ainsi que quand vous étiez toutes ces problématiques-là, vous arrivez à voir que les gens qui ont une forte, n'est-ce pas, conscience collective, ont même des bonnes universités. Parce que l'université est un espace de conscience nationale. C'est l'université qui, en produisant les savoirs et les savoir-faire, permettent à un peuple n'est-ce pas, de conquérir son espace vital. Parce que c'est ça la nécessité. Vous ne pouvez pas, c'est aujourd'hui ce qui nous manque au Congo, c'est parce que nous ne sommes pas capables de nous approprier physiquement, mentalement, de notre espace vital et de profiter de ses richesses. Parce que notre université n'a pas produit suffisamment de compétences, de savoir-faire et de savoirs et de savoir-faire pour s'occuper de cet environnement. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui m'a amené à penser qu'au Congo, il y a une débilitation de la conscience collective comme socle, comme force, comme ce que le peuple pense de lui-même, comme vision d'un peuple de lui-même. Qu'est-ce que le Congolais a comme vision de lui-même aujourd'hui? C'est une vision très négative. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question de mon ami, j'ai dit, les idées novatrices, il n'y en a pas pour construire une identité collective. On l'a construit comme les Chinois l'ont construit. Les Chinois étaient dans la même situation. La Chine était conquise par plusieurs pays, coupée en des morceaux. Et Mao est venu, ils ont dit non, regardez dans notre histoire. Nous sommes un peuple. Un peuple, c'est quoi? Un peuple, c'est un ensemble de personnes qui ont vécu sur leur terre longtemps pour savoir comment ils ont conquis cette terre, pour savoir comment ils se la disponibilisent, quelles les richesses, et ils finissent par avoir les mêmes aptitudes, les mêmes comportements, une même psychologie commune. Donc les mêmes réactions. Donc aujourd'hui, la faiblesse de nous Congolais est justement d'avoir été soumis pendant longtemps à une gouvernance, à une malgouvernance mouboutienne qui a amené les gens dans la pauvreté. Parce que quand les gens vivent la pauvreté, c'est ça la dimension de l'expérimentation intérieure. Quand les gens vivent trop longtemps dans la pauvreté, ils perdent la dignité d'eux-mêmes.
C'est pourquoi il faut toujours refuser la pauvreté. Quand quelqu'un vous demande la pauvreté, vous vous battez. Parce que ce qu'il veut, c'est-à-dire détruire ce que vous avez de profond en vous-même, c'est-à-dire la dignité, comment dire, la fierté. Et Mobutu, en faisant cette politique de prédation, de tout, a mené la majorité de la population congolaise dans cette indignité-là. Comme on dit aussi, les violences. Les violences amènent le peuple à une insécurité telle qu'il ne peut plus maîtriser son environnement, ni maîtriser sa vie. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui m'a amené à dire, nous devons aujourd'hui, au-delà de toutes ces tragédies que donnent Philippe, Freddy et moi, quand je dis, il faut que le peuple, puisque le peuple, quand on dit que le peuple a une grande conscience collective, ça dit que ce peuple est conscient qu'il est acteur de son destin, qu'il est maître de sa vie. Ce n'est pas parler de la légalité des milices. Je pense que j'avais parlé beaucoup plus de brassage et mixage. L'avantage qu'on a, nous, journalistes, que nous sommes au centre des informations. Cette histoire de brassage et mixage a été imposée par les Occidentaux. Je me rappelle, on avait publié une photo de Nkunda à côté du général, les policiers, c'est qui encore? Les policiers qu'on a suspendus là. John Nombi. On était parmi 5 personnes. J'ai publié la photo le matin. Quelqu'un de la présidence appelle. La Monique. Mais nous, on avait dit qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe. Comment la photo est sortie. Et j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour que je donne l'information. J'ai refusé. Je ne donne pas la source. Ils étaient surpris que la photo était sortie. En fait, comme on est faible, nos amis occidentaux, beaucoup plus anglo-saxons, s'imposent. Il faut qu'on fasse beaucoup d'attention, qu'on ne pense pas que tout le monde qui est au pouvoir est idiot. Et très souvent, on parle avec eux, ils sont conscients, mais ils sont impuissants. Raison pour laquelle l'opinion doit se mobiliser. Si vous n'êtes pas mobilisé, ces gens feront ce qu'ils veulent. On va les faire faire n'importe quoi. Je prends l'exemple de Starek. Starek, c'est un truc, c'est pas stabilisation à l'est, donc à l'est du pays. Ouais. Ils ont financé cette opération à 100 millions de livres, qui a financé DFID avec le gouvernement britannique. Un jour, on était à l'ambassade britannique. J'ai posé la question à l'ambassadeur avec celui qui était là. On m'a dit, mais si nous sommes tous idiots, vous nous avez fait la guerre. C'est vous qui avez armé les Rwanda et l'Ouganda pour nous envahir. Comment vous pouvez aujourd'hui concevoir un programme pour former nos services de renseignement, former l'immigration et former une partie de l'armée? J'ai dit non, ça vous voulez nous infiltrer. C'est ce qui est fait. Ce qui est fait. Nos frères rwandais qui sont actuellement dans notre armée font la sous-traitance des Britanniques et certains Américains. C'est ça la vérité. Je pense qu'on doit avoir le courage de le dire en face. L'Occidental ne comprend que quand vous êtes en position de force, vous êtes faible, il vous écrase. On a passé une semaine à Stuttgart, à l'Africom, avec le général Ward. On était 4 Congolais. Les Américains nous ont demandé de dire toute la vérité. Ne mâchez pas les mots. Et on l'a dit. On a parlé avec le général. Et après ça, nous avons eu des contacts. Donc nous avons parlé avec tous les services. CIA, Pentagone, tout le monde qui s'occupe de l'Africom. Il y avait 20 personnes devant nous. On nous posait des questions. On était 5 Congolais. Et on a répondu à cela. Et à la fin, ils nous ont dit qu'on a eu beaucoup d'Africains qui sont passés ici, mais du moins, vous nous avez convaincus. Je pense que nous devons faire un travail énorme pour enlever l'image des Congolais à l'extérieur. On a une image négative. Et tout est construit, tous ces clichés-là. Ils sont désorganisés, ils aiment les femmes, ils aiment la bière. C'est fait à dessein. Sinon, nous n'arrosons pas. Et puis, si à l'intérieur, on n'est pas sérieux, il ne faut pas attendre des miracles. Et quand vous venez ici, j'ai eu la chance de voyager avec mon ami Mboussa, avec l'avion du président, pendant 2 semaines. On a fait le tour de l'Afrique centrale. J'ai observé les attitudes de nos conseillers. C'est une catastrophe. On ne choisit pas des gens compétents.
J'ai vu des gens incapables, quand il y a eu des débats, incapables de donner des informations, incapables d'analyser. Ce sont des personnes qui défendent le Congo à l'extérieur. Il ne faut pas attendre des miracles. Donc nous devons faire pression sur nos dirigeants pour que demain, s'il y a des négociations à faire, qu'on choisisse les meilleurs et qu'il y ait un débat public. Ce sont les affaires de notre pays, les affaires de notre nation. On ne peut pas laisser un groupe d'individus au pouvoir et faire ce qu'ils veulent. Si on ne fait pas ça, on va regretter. Nous passons de temps en temps à faire des conférences ici, mais en retard. J'espère que vous devez prendre conscience, et surtout nos amis de l'Est. Et très souvent, on parle avec eux. Ils ne jouent pas les francs jeux. Il y en a la nuit qui sont avec les Rwandais, la journée ils sont ici, ils font les affaires, ils sont ici à la télévision. Et quand on veut parler des problèmes du Rwanda, on dit non, on part à Goma. Ce n'est pas possible. La question du Kivu, c'est une question nationale. Il faut que cette question doit être traitée au Parlement, mais pas au Rwanda là-bas. Et quand ils arrivent là-bas, ils détournent l'argent, tout le monde s'enrichit. Ça ne marche pas. Ok, je termine par c'est part de pression sur les dirigeants et avoir le courage. J'ai toujours dit, je prends l'exemple de Léopold II, qui a tué plus de 10 millions d'habitants ici, et 10 millions de Congolais, entre 1885 et 1908. 40 millions de Congolais. Il y a un seul journaliste britannique, Edmond Morel, qui n'était même pas congolais, qui a fait le tour du monde, et surtout en Amérique, pour convaincre. Et on a ravi l'État indépendant du Congo, on a remis à la Belgique. Mais aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être à l'école des Blancs. Comment on peut être incapable de défendre notre propre pays, de défendre nos intérêts? On est inconscient, ce qui n'est pas normal, que ce soit les professeurs d'université. Nous tous, il faudrait... Ok. Il faudrait que nous prenions conscience qu'on mette les intérêts de la nation au-dessus de nos intérêts personnels. C'est ça la solution. Sans ça, mes chers frères, je le répète, les petits frères de ceux qui nous ont vendus, il y a les petits enfants de ceux qui nous ont vendus il y a 5 siècles, vont revenir ici. D'ailleurs, on les voit à Kinshasa. Ils sont là, et puis ils nous imposent. Des enfants de 20 ans, 25 ans, ils viennent parler au papa de 40 ans avec des doctorats comme des enfants. Mais il faudrait que nos hommes politiques, que nos professeurs d'université se prennent en charge et se prennent au sérieux. De ne pas accepter qu'un petit enfant qui vient avec une ONG des droits de l'homme, un petit enfant qui est à Bruxelles, là-bas dans la rue, il vient pas devant les professeurs d'université. Il n'est même pas à votre niveau. Donc, nous devons libérer notre imaginaire collectif. Je suis content de cette mise au point et je crois qu'on a beaucoup tiré sur les professeurs. Et je suis moi-même professeur. Je voudrais juste dire à notre ami Kabamba qui a dit que lors de la Révolution française, on a vu des grands intellectuels qui sont montés. Je crois que ces intellectuels ne sont pas absents du Congo puisque ce panel est constitué des Congolais. Je crois que nous ne devons pas faire de l'autoflagellation pour nous reprocher de ce que pourtant nous faisons. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont montés sur les créneaux depuis le début de la guerre et même avant pour dénoncer ce qui n'allait pas. Moi, j'étais tout jeune, je n'avais jamais vu le professeur Kalele. J'ai entendu parler de lui. Il écrivait des textes incroyables. Basusuna Bisengo, Basusuna Mawa. C'est un grand intellectuel, c'est un grand professeur d'université. J'ai vu beaucoup de professeurs, je ne l'avais jamais connu, mais j'ai entendu parler de ses écrits. Il y en a beaucoup. Si on doit commencer à les citer, je voudrais dire à nos amis, lisez ce que vos professeurs écrivent. Parce que c'est de là que vient le mal. Nous avons écrit. J'ai écrit plus de 20 trucs sur le Grand Lac. J'ai plus de 20 publications. Je venais d'être docteur il n'y a pas longtemps. C'est dire qu'il y a quand même des gens qui travaillent. Nous avons circulé à travers le monde pour donner des conférences. Nous avons fait des travaux d'expertise. Nous avons infléchi certaines choses. Je crois qu'il y a du travail qui est fait. Nous ne devons pas peut-être finir le débat aujourd'hui et croire que c'est la fin de l'histoire aujourd'hui. Mais je crois que cette histoire sera écrite et on ne manquera pas de dire qu'il y a eu des intellectuels qui sont montés sur les créneaux. Les professeurs Kibanda, vous le suivez chaque jour. Je ne citerai pas tous les professeurs, juste pour vous dire
qu'ils font quand même leur travail. Mais il faut qu'il y ait des dirigeants qui pensent que c'est l'excellence qui doit diriger notre pays. C'est là que réside le problème. Dans d'autres pays comme le Cameroun, pour se faire nommer à des hautes fonctions, il faut montrer les diplômes. Hein? Dans d'autres pays comme le Sénégal, il faut décliner les diplômes pour être même candidat à la présidence ou quoi que ce soit. Le Congo, c'est un pays des chasse et l'Okopamba. C'est ce qui tue le Congo. C'est ce qui tue le Congo. Et donc, je m'arrête là. Sinon, je vais être à la défensive. Deux amis ont posé des questions. L'un a dit, depuis 60, il y a la guerre, mais on constate qu'à chaque fois que Kabila est élu, il y a la guerre. Mais justement, ça conforte ce que j'ai dit, que la guerre qui se passe à l'Est n'est pas la guerre de l'Est, n'est pas la guerre des gens de l'Est. Ce n'est pas la guerre des gens de l'Est qui partent nuitamment prendre de l'argent. Quand Kunda a commencé son aventure, j'ai eu la chance d'avoir les indiscrétions d'un ami qui recevait un email d'un certain Mavaka là, qui est à Bruxelles, qui était le porte-parole de Kunda. Je crois que pour ceux qui connaissent le Congo, Mavaka là, ce n'est pas un nom d'un Congolais. J'ai un ami qui a été attrapé, parce qu'on a attrapé le groupe à Kunda. Heureusement qu'il avait déjà la nationalité belge. Il a eu la vie sauve puisqu'il avait le passeport belge. Il n'était pas du Kivu. Il y a eu pas mal de gens, je ne voudrais pas citer tous les rebelles, vous connaissez l'histoire, il y en a qui ont occupé Ziro, qui ont occupé Bafouassende, qui ont occupé des pas entiers. Il y a eu des professeurs d'université qui ont quitté, qui ont été les premiers rebelles du RCD, vous connaissez leur nom, ainsi de suite. Ils ne s'appellent pas Mirindi. Eh bien, ils ont leur nom, ils sont de la République démocratique du Congo. Donc, analysons entièrement la chose, juste pour dire que la situation de l'Est est une complexité. Nous ne pouvons pas l'analyser comme une particularité, pour dire, voilà, elle est particulière. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui se passe à l'Est se passe aussi dans d'autres pays. Ce n'est pas pour démobiliser les gens, mais c'est juste pour dire, nous devons avoir le véritable contour de la situation pour que nous puissions faire face d'elle. Alors, que Kabila soit à chaque fois attaqué, qu'il est élu, bon, cela dit qu'on a couvé des problèmes. Je crois que tout le monde sait que depuis 3 ans, on a couvé un problème qui s'appelle CNDP. On a fait ce que Freddy dénonce, brassage, mixage, intégration, le vocabulaire congolais qui gouverne, au lieu que ce soit des actions qui gouvernent, c'est le vocabulaire qui gouverne. Et en définitive, le vocabulaire devient incapable de contenir la chose, elle explose. Et elle explose dans une revendication, puisque toutes ces guerres ont pour finalité le pouvoir à Kinshasa. Parce que dès qu'on a le pouvoir, on a les avantages qui accompagnent, les avantages matériels d'abord, qui accompagnent ce pouvoir. Et ceci pour répondre au deuxième, il y aura la paix au Congo quand on va séparer le business de la politique. Puisque c'est pendant la guerre que certaines compagnies naissent. Vous allez attendre parler de certaines compagnies d'aviation. Vous allez attendre parler de leurs vols qui recommencent sur Goma pour transporter les